Seconde partie de ce numéro de votre émission Invité Afrique consacrée aux 20 ans de parcours de l'ONG internationale M-Afrique. Nous recevons sur ce plateau son président et fondateur, Dr Serge Michel Kodom. Alors, docteur, sur le plan de la santé, votre credo, c'est d'amener l'hôpital vers les populations. Et vous vous êtes illustré à travers des opérations médico-chirurgicales. Est-ce qu'il vous arrive, malgré tout, de vous dire que tout cela ne représente qu'une goutte d'eau dans un vaste océan de besoins? Exactement, tout à fait. Je le disais dans la première partie donc, de cette émission, nous n'avons pas la prétention de tout faire parce que nous sommes à l'échelle d'une ONG, même si aujourd'hui notre position au niveau de l'Union africaine à travers l'Agence panafricaine de santé publique CDC Afrique nous conforte dans notre vision d'apporter quelque chose de significatif dans le domaine de l'éducation et la santé en Afrique. Je peux dire que pour nous, les besoins sont tellement immenses et quelquefois il faut interpeller les pouvoirs publics. J'ai cité volontiers les 5 piliers de développement donc pour nous, à mon humble avis, de l'Afrique. Investir dans la petite enfance pour espérer avoir une génération dans 25 ans, avoir des hommes nouveaux, des Africains nouveaux, des Africains engagés, conscients que l'Afrique, c'est le continent de l'avenir. Sinon, c'est les Chinois qui vont venir développer l'Afrique à notre place, occuper nos terres. Investir dans les ressources humaines féminines, c'est-à-dire les femmes, vraiment créer un modèle de femmes africaines, des femmes battantes, engagées, des Amazones. Voilà l'expression même des Amazones qui vont éduquer les enfants à la maison, recanaliser l'énergie des enfants, donner de l'espoir à la gente féminine, les jeunes filles, ne pas se prostituer, se dire que vous êtes une matrice féconde. C'est sur vous que l'Afrique doit se baser. Et investir dans les ressources humaines endogènes, c'est-à-dire les chefs traditionnels, donner une identité à l'Afrique. Investir dans la formation des partis politiques, parce que c'est elles, ce sont plutôt eux, les partis politiques, qui doivent développer, du moins, qui veulent diriger et que ce soit des patriotes à l'image de Trump. Des gens qui disent que pour l'intérêt de notre Afrique, nous sommes debout. Et nous serons là pour défendre les intérêts de l'Afrique. Et pour nous, lorsque nous avons cette vision et les activités que nous menons, en toute humilité, je pense que c'est une petite goutte. Mais la vision étant là, nous allons nous battre. Que ce soit nous qui amenons cette vision à se concrétiser, ou bien les générations futures, au moins nous aurons jeté les prémices, nous aurons jeté les bases de cette vision que c'est possible que l'éducation et la santé soient vraiment de mise, soit pour tous, soit promues en Afrique. Et c'est possible. Si les États-Unis l'ont fait, si l'Asie a fait, si les Amériques ont fait, l'Afrique aussi c'est le tour de l'Afrique. Et nous devons le clamer, nous devons le chanter, nous devons le dire à voix forte et intangible pour que les gens comprennent que c'est possible. Il ne faut pas qu'on continue par dire « Ah non, vous savez, c'est difficile, est-ce qu'on peut faire ça ?» Nous pouvons le faire. C'est ça le credo. Nous devons avoir espoir que nous devons construire cette Afrique. Elle doit grandir, elle doit survivre dans les concerts des nations. Et au Togo, vous avez eu une approche très spéciale d'intervention auprès des populations. C'est à travers la création de ce que vous avez appelé les villes santé. Oui. En quoi cette approche vous a-t-elle paru très importante? Alors, je disais tantôt que pour nous, la santé est transversale. On ne peut pas parler de la santé sans parler de l'habitat. On ne peut pas parler de la santé sans parler des infrastructures routières. De l'environnement. De l'environnement. On ne peut pas parler de la santé sans parler, bien entendu, de la sécurité alimentaire. On ne peut pas parler de la santé sans parler de l'assainissement en termes de disponibilisation de l'eau potable. On ne peut pas parler de la santé sans avoir une vision claire des actions sociales. On ne peut pas parler de la santé sans parler de l'investissement dans le milieu du secteur des transports. C'est la qualité de vie. Et je disais tantôt que je me suis prêté à un exercice sur les 35 ministères créés par le gouvernement togolais, par le chef de l'État après les élections législatives. J'ai identifié 21 ministères qui doivent agir étroitement, créer des passerelles entre le ministère de la Santé et l'Hygiène publique et les 20 ministères. Donc,
Et j'ai eu la chance, l'honneur, le privilège d'échanger avec le ministre de la Santé, le professeur Daré. Et c'était avec beaucoup d'intérêt que nous avons abordé ces questions. Parce qu'il est médecin, il sait de quoi je parle. Et c'est des petits échanges qui consolident l'action pour pouvoir communiquer facilement auprès de ses pairs pour créer une synergie forte. Et l'exemple de la Covid-19 a montré à suffisance. Lorsque la Covid est venue, les questions de transport étaient abordées. Il y a eu des cellules interministérielles, 13, 14 ministères qui réfléchissaient au quotidien pour trouver des solutions. En réalité, ces cellules devaient toujours exister. La Covid devait nous servir même d'un point de départ pour appréhender la santé de façon transversale. Lorsque je reprends le pan de l'éducation, à l'école, il y a la médecine scolaire qui s'invite. À l'école, il y a les cantines scolaires qui s'invitent, c'est de l'alimentation. À l'école, il y a les questions d'eau qui s'invitent. Il faut disponibiliser de l'eau. À l'école, il y a l'hygiène qui s'invite. Les filles avec les filles au collège qui doivent avoir des protections hygiéniques pour pouvoir suivre les cours. Vous voyez, pour moi, c'est des secteurs très importants. Et lorsque nous, au niveau de M-Afrique, on a dit santé et éducation, c'est qu'on était sûr, convaincus que nous allons embrasser au moins 30 ministères, 30 entités autour de nous. Et justement, à travers ce projet Ville Santé, est-ce que vous avez pu apprécier son impact quant à l'amélioration des conditions de vie des populations du point de vue santé? Du point de vue santé, c'était un succès parce que lorsque nous avons déroulé le projet, l'adhésion des élus locaux, les maires, parce que ça se repose là. Ce sont les maires qui doivent donner de la qualité de vie aux populations dans leurs communes. Et surtout les maires comprennent aujourd'hui que la santé touche plusieurs secteurs d'activité, c'est un bon départ. Et nous sommes très conscients que les ressources peuvent manquer, mais d'abord il faut épouser la vision. Comme disait les Toufane récemment, la vision crée de la richesse. Lorsque vous avez une vision forte, claire, c'est-à-dire les ressources vont venir. Tout simplement parce que la vision découle donc de la réflexion. Ce sont les ressources humaines qui créent la vision. Lorsque on prend la vision de New World TV, ce sont les hommes qui ont réfléchi que nous voulons faire quelque chose de grand pour l'Afrique. Mais à côté, les gens font de petits projets de télévision. La vision n'est pas la même. Et New World TV aujourd'hui a pu mobiliser des banques internationales derrière pour pouvoir accomplir la mission. C'est ça. Et c'est ce que nous avons toujours défendu. Il y a certains qui nous critiquent. Non, la vision, elle est trop grande. Mais lorsque vous mettez la barre à un niveau moindre, vous aurez des piètres résultats. Mettez la barre haute, conjuguez les efforts pour pouvoir réaliser au moins les 2/3 ou bien même le tiers. Vous allez voir que c'est encore haut parce que la barre était tellement élevée, le niveau était tellement élevé. Donc, on va être encore plus précis, docteur. Vous avez lancé le réseau des 1000 organisations de la société civile œuvrant en faveur des droits des paysans. Alors, la question que j'ai envie de vous poser, pourquoi la santé de cette cible, précisément les paysans qui sont dans les milieux ruraux, vous préoccupe tant? Alors, déjà, au niveau de M-Afrique, nous avons deux cibles. C'est le milieu rural et le milieu carcéral. Au départ de la vision, on se dit, lorsque vous voyez l'état des prisons en Afrique, mais c'est indigne, c'est inhumain. Et ça se passe dans nos capitales. Vous allez aller à la prison civile de Cotonou, d'Abidjan, la Maka, Lomé. Mais ça heurte la dignité humaine. Pour nous, c'est de sensibiliser et surtout d'apporter des soins de qualité. C'est des gens qui peut-être sont malades, mais au décours d'un incident malheureux, où ils rentrent en conflit avec la loi et puis ça pose problème. Ils se retrouvent dans des conditions pareilles. Et à côté, le milieu rural, c'est que, vous savez, M. Gaëtan, ce qui me plaît dans ce genre de débat, c'est que je fais l'effort d'être réaliste. Moi, mes grands-parents vivaient dans un village. J'allais en vacances. Je connais les conditions d'habitat dans lesquelles mes grands-parents vivaient. Je connais la distance qui séparait leur habitat et l'hôpital. Et donc, je sais, c'est pas comme me raconte. Nous, on n'est pas nés avec une cuillère dorée dans notre bouche. On a vu. Et donc, je me dis, lorsque Dieu nous donne l'opportunité, la chance d'étudier et d'avoir une position, il faut retourner
changer le milieu dans lequel tes grands-parents ont vécu. Et le milieu rural, pour moi, aujourd'hui, c'est un combat, c'est un challenge. Nous devons le réussir. Et vous allez voir, malheureusement, les gens vivent dans les villages aujourd'hui, en 2025, comme si on était dans l'Antiquité. C'est vrai, parce que moi, j'ai la chance de suivre des festivals en Allemagne, en Autriche, où lorsqu'on présente les activités dans l'Antiquité, c'est comme ça qu'on met le charbon de bois aujourd'hui encore dans nos villages en Afrique. Et ça, je l'ai vu. Donc pour moi, c'est de booster. On peut le faire. Les routes sont là. Il y a 60 ans, les colons de 200 ans, lorsque la colonisation, les Blancs sont venus, c'était à dos d'âne qu'ils allaient dans nos communautés pour s'installer, étudier la mouche, les maladies de sommeil au niveau des rivières, apporter des solutions, des vaccins, tout ça. Aujourd'hui, nous sommes des médecins africains. Qu'est-ce que nous devons faire avec nos motos, avec nos voitures, pour rentrer, pénétrer dans ces communautés à la base, dans ces villages, pour parler à nos populations? Je donne l'exemple d'ailleurs. On dit souvent que on compare M-Afrique à Médecins sans frontières. Ah, ce sont les médecins qui vont comme Médecins sans frontières. Je dis non, attention. Médecins sans frontières, c'est dans les lieux de crise, là où il y a les guerres. Nous voulons la paix, nous voulons une stabilité pour que nous puissions aller discuter avec nos communautés pour les sortir de la lorgnette. Donc pour nous, c'est ça. C'est d'aller dans les communautés à la base, discuter avec nos parents qui pensent que voilà, mais à côté, il y a des grands projets pour mettre en place l'IRM, les scanners, tout ça dans les hôpitaux. C'est pas mauvais, mais pensez à nos parents qui vivent comme si ils n'ont même pas, ils ne sont pas sur cette terre. C'est ce que nous combattons. C'est ça. Et vous êtes réunis au sein de M-Afrique, cette ONG internationale qui a aujourd'hui une envergure mondiale. En mai 2024, Dr Serge Michel Kodom, M-Afrique a activement pris part à la 77e Assemblée mondiale de l'OMS à Genève. Quelles sont les relations qui vous lient avec l'OMS ? Alors, je peux dire d'emblée que nous sommes dans un processus d'accréditation pour être membre non étatique parce que à la base, l'OMS est porté par les pays. Pour preuve, lorsque Donald Trump est venu, il dit écoutez, les États-Unis sortent de l'OMS. Donc, ce sont les États qui sont dans cette organisation. Mais à côté, ce qui est très intéressant, c'est que l'OMS aussi donne l'accréditation aux organisations non gouvernementales, aux organisations non étatiques aussi, qui sont crédibles sur le terrain, à pouvoir donc siéger, même si elles n'ont pas de voix, de vote, mais les avis consultatifs. Donc c'est un cheminement, un processus dans lequel nous sommes engagés justement pour que notre voix aussi soit portée au niveau de cette instance mondiale. Donc c'est un processus qui fait que nous rapprochons souvent de ces autorités. Et je salue au passage le directeur général de l'OMS, le docteur Tedros, qui, on peut dire, soutient notre vision. Il a eu à faire des messages vidéo pour soutenir nos conférences internationales que nous organisons dans le cadre justement de la problématique de l'accès aux soins de santé en zone rurale en Afrique. Et je pense que c'est cette proximité-là qui leur permet aujourd'hui de comprendre que il y a des organisations en Afrique qui défendent des causes nobles. Et les questions de santé en zone rurale, je pense que doivent être encore prises en compte. Et je m'en vais d'ailleurs même féliciter aussi nos autorités togolaises qui, dans l'esprit d'étendre la couverture, l'accès aux soins à travers l'assurance maladie, n'a pas trop oublié cette frange de couches vulnérables. Même si la mise en œuvre est lente pour nous, c'est ici l'occasion aussi de dire qu'ils doivent beaucoup et vite faire pour les populations rurales. Et c'est une obligation parce qu'elle est là. 70% de nos populations vit en Afrique, dans les villages en Afrique. Donc, lorsque vous voulez faire une couverture universelle, il ne faut pas oublier cette frange de la population, les populations rurales. Moi, j'insiste, et d'ailleurs, la petite exemple, c'est en 2018 qu'au niveau même de l'ONU, la problématique des couches des populations vivant en zone rurale a été discutée. C'est la toute première fois, il y a eu des recommandations au niveau de l'ONU, 2018, qu'il faut vraiment plaider, défendre ces couches qui vivent en zone rurale. Et donc, nous nous félicitons déjà qu'en 2019, nous étions la première organisation à organiser une conférence internationale à Genève que nous avons baptisée l'appel de Genève sur le droit à la santé des paysans pour défendre cette problématique et dire que nous marquons notre soutien et surtout pas le soutien politique ou verbal, mais à travers des actions. Docteur Serge Michel Kodom,
vous vous êtes montré sur ce plateau très admiratif de Donald Trump, Oui. le nouveau président Oui. américain, à travers sa politique MAGA, l'Amérique d'abord. Oui. C'est ce même Donald Trump qui a signé le décret retirant les États-Unis de l'Organisation mondiale de la santé. Maintenant, droit dans les yeux, est-ce que cette décision vous satisfait aussi? Elle me satisfait à 51%. Ça veut dire que c'est discutable, c'est vrai, ça fait une majorité absolue dans les faits, mais c'est la problématique de la gestion de la Covid-19 qui a poussé fondamentalement Donald Trump à prendre cette décision. Et lorsque vous voyez un peu les réformes qui sont engagées au niveau de même la 74e Assemblée générale, il y a eu beaucoup de manifestations à Genève. Nous avons les images que nous n'avons pas diffusées par rapport à une position, parce qu'il faut bien comprendre les enjeux. La signature des pactes mondiaux sur la vaccination n'a pas eu lieu. Et pourtant, c'était un document qui était vraiment acté dans les coulisses, tout était bon, mais les gouvernements ont refusé de signer. Et il y a eu des manifestations, justement, les altermondialistes qui ont dit, par rapport au pacte mondial sur la vaccination, nous disons non, parce qu'on donne trop ici le pouvoir à l'OMS de décider il faut vacciner encore toute la population. Donc, il faut laisser les États, il faut laisser un débat, une communication forte pour que les experts aussi puissent apporter le contrôle. Lorsqu'on veut trop concentrer comment dirais-je, les forces à une entité comme ça, quelquefois les entités fortes aussi à côté font dissidence, parce que c'est comme si on les oblige à regarder dans une seule direction. Et c'est ça qui a un peu, qui n'a pas marché au niveau donc des réformes que l'OMS est en train d'apporter. Et aujourd'hui, la position de Donald Trump, elle est radicale, certes, mais moi je parie. Je suis sûr que dans les années à venir, il y aura quand même des mécanismes pour revenir donc à cette décision. C'est pour ça que je dis aujourd'hui... Mais pour l'heure, cette décision semble fragiliser l'OMS quand on sait la contribution de l'Amérique. Oui, je vous dis ça, vous savez, Donald Trump est venu avec une dynamique. Il faut lui donner le temps un peu pour revenir sur Terre. Pour moi, je pense que Donald Trump... Il avait dit depuis, parce que la gestion de la Covid a été un peu difficile, avec les morts, alors qu'il y avait quand même des mécanismes. C'est-à-dire on s'est trop laissé aller à l'euphorie. Aujourd'hui, avec le recul, on se rend compte qu'on pouvait quand même apporter des solutions médicamenteuses, des solutions médicales à cette problématique. Oui, docteur Kodom, vous êtes acteur de la société civile. Vous, avec M-Afrique, vous avez agi pendant 20 ans, 20 ans de parcours de M-Afrique. Comment est-ce que vous regardez votre ONG dans les 20 prochaines années? Alors, les 20 prochaines années commencent aujourd'hui. C'est-à-dire, lorsque nous avons fait la cérémonie symbolique de messe, de prière le 19 janvier, on s'est dit, le 20 janvier est un nouveau départ. Et ce nouveau départ va vraiment accentuer les activités sur le domaine de l'éducation. Et je m'en vais ici peut-être dérouler un peu... En quelques secondes. En quelques secondes, c'est vraiment d'investir dans les ressources humaines au niveau des établissements scolaires et universitaires. Nous avons beaucoup de projets et nous remercions d'ailleurs les premières autorités en charge donc, du ministère de l'Éducation qui nous ont donné le feu vert de collaborer, de discuter avec les directions régionales de l'éducation, avec les inspecteurs, avec les corps enseignants, avec les élèves aussi, pour pouvoir leur apporter un plus. Et ce plus, il est documenté. Les jours, les mois à venir nous permettront donc de dérouler cette vision que notre organisation a eu d'aller créer de l'excellence, l'émulation en milieu scolaire et universitaire au Togo et en Afrique. Et maintenant, vous avez l'occasion, puisque nous sommes arrivés au terme de cet échange, d'adresser un mot de fin. Que diriez-vous, docteur? Alors, mot de fin, c'est que d'abord, remercier les autorités togolaises. Nous avons signé tous les accords pratiquement, que ce soit au niveau des affaires étrangères, nous sommes une organisation internationale, dont le siège est basé au Togo. Nous remercions toutes ces bonnes volontés qui écoutent et qui nous acceptent, qui nous poussent à grandir.
Et également remercier nos partenaires techniques et financiers, nos partenaires financiers qui nous accompagnent parce que le volet mobilisation de ressources constitue un pan très important. Et ils sont là, ils nous écoutent et appeler dans d'autres bonnes volontés également. Et surtout, remercier les médias qui nous ont accompagnés parce que lorsqu'on porte une vision, lorsqu'on est dans sa chambre, on n'a pas un canal pour pouvoir divulguer cette vision, le message ne passe pas. Vous remerciez personnellement M. Gaëtan pour les différentes invitations que vous nous envoyez, votre chaîne New World TV et surtout à d'autres médias que je ne vais pas citer sur cette chaîne. Merci docteur, nous ne faisons que notre travail. Qui reconnaissent vraiment le message très fort que j'envoie en leur disant que nous sommes reconnaissants et que nous allons organiser très bientôt une grande conférence de presse et un dîner où ils seront conviés pour partager des bons moments ensemble. Merci docteur Serge Michel Kodom, président et fondateur de l'ONG internationale M-Afrique. Merci à vous qui êtes restés en notre compagnie. À très vite pour un autre numéro de votre émission Invité Afrique.